alors, cette quatrième pastille. Alors, la quatrième sera dans la continuité de la troisième. Ah, c'est bien, c'est mieux. Hein, autant faire les choses dans un certain ordre, Voilà. avec une certaine continuité. Et donc, je vais continuer à parler du cinéma pendant la Seconde Guerre mondiale, du cinéma français, mais en faisant un peu varier l'angle. J'ai évoqué les productions cinématographiques qui avaient pu être réalisées dans un régime de contraintes et de forte censure, de double contrainte et double censure qui est celle de Vichy et celle de l'occupant nazi. Et aujourd'hui, je vais plutôt partir du point de vue justement de ces régimes autoritaires et de leur manière dont ils concevaient le cinéma. D'accord, donc on est plus sur le cinéma de propagande en fait. Alors, effectivement, c'est une des grandes problématiques de l'époque, c'est-à-dire que le cinéma, en fait, c'est un art relativement récent, qui date d'une Mhm. cinquantaine d'années, qui est aussi un art de masse. C'est-à-dire, à différence de, on va dire, la peinture ou l'opéra, qui attire un public très sélectionné socialement et culturellement, le cinéma s'est très rapidement imposé comme un loisir de masse, une industrie culturelle qui engrange beaucoup d'argent, qui Mhm. fait tourner beaucoup d'argent, mais qui attire un très large public. Et la question qui se pose, c'est quels sont les effets du cinéma, des images projetées qui deviennent assez rapidement des images parlantes sur les gens qui les regardent. Surtout qu'on ne sait pas encore exactement quel effet ça peut produire, puisque c'est tout neuf un peu. Ben, voilà, donc il y a une inquiétude et en même temps un intérêt. Mhm. C'est-à-dire, peut-être que le cinéma a une action sur les consciences des spectateurs, bouleverse leur manière de voir, de considérer le monde et par exemple la vie politique. Alors, en soi, on a ce constat, cette interrogation en fait. Parce que, bon, on verra un peu plus tard que les effets ne sont pas aussi tangibles que ça, mais la question c'est quel type d'idée, quel type de conscience va être amené dans l'esprit des gens, quel type de projet. Et donc, à la fois, ça peut être un ennemi redoutable, le cinéma, et ça peut être un instrument fantastique. Si on veut façonner, si on a la capacité de façonner les consciences dans un sens idéologique qui nous convient. Et est-ce que c'est pensé rationnellement du point de vue des autorités ou est-ce que ils font ça un petit peu au feeling? Non, je pense qu'il y a une vraie conviction à l'époque que le cinéma a des effets sur les Mhm. consommateurs, sur les spectateurs. Et notamment dans le cas du régime de Vichy, c'est très clair dans la manière dont le régime de Vichy va vouloir promouvoir un certain type de cinéma contre un type de cinéma antérieur. D'accord. C'est-à-dire que le cinéma que Vichy va tenter tant bien que mal, et va plutôt pas trop y arriver, de promouvoir, donc conservateur, réactionnaire, dans l'esprit travail, famille, patrie, est opposé au cinéma des années 30, à un certain cinéma des années 30, qui est un cinéma de loisirs, qui est souvent un cinéma de gauche, avec les films qui exaltent l'esprit du Front populaire, hein, La vie est à nous, etc., y compris La règle du jeu, qui est un cinéma qui exalte la classe ouvrière, qui peut éventuellement mettre en scène des affrontements de classe. Ça, c'est puis aussi le cinéma américain, hein, qui est vu avec beaucoup de méfiance. Et également, ce qui va susciter la méfiance de Vichy, c'est que beaucoup d'entreprises de cinéma, de grandes maisons de production du cinéma d'avant-guerre, sont propriétés de juifs. Et Mhm. donc, il y a l'idée que il y a une influence juive sur le cinéma qui tend à démoraliser la population et c'est une des causes de la défaite. Donc je l'avais un peu évoqué la fois précédente. La grande ambition de Vichy, c'est d'épurer le milieu du cinéma. Et il y a des textes qui ont été écrits pour dire ça ou c'est juste en regardant les productions qu'on... Il y a des discours politiques très clairement hein, sur le rôle délétère de certains loisirs, de certains médias artistiques. Alors, on va trouver ça dans la littérature, on va trouver ça dans la musique, on va trouver ça également dans le monde du cinéma.
sachant qu'un des responsables administratifs, un des hauts responsables de l'administration du cinéma nommé par Pétain, s'appelle Tixier-Vinancourt, qui est un avocat qui sera candidat à la présidentielle dans les années 50, 60, et dont un des plus fervents supporters s'appelle Jean-Marie Le Pen à l'époque. D'accord. On voit une continuité historique. Bonne référence. Et donc, est-ce qu'il y a des textes qu'on connaît où ça s'exprime cette volonté Oui, de oui, manipulation en fait? Alors, on ne va pas utiliser un terme aussi chargé que manipulation, mais il y a l'idée que pour redresser la nation française, il faut un cinéma qui soit beaucoup plus en accord idéologiquement. Donc on ne va pas promouvoir n'importe quel type de film, et notamment Vichy va instaurer un comité d'organisation des industries du cinéma avec un comité de censure. Alors c'est un petit peu le principe de l'avance sur recette. On va examiner les scénarios qui sont proposés pour obtenir un financement. On accordera ou pas un financement si le scénario il est conforme idéologiquement. Alors évidemment, qu'est-ce que ça produit? Ça produit de l'autocensure des scénaristes et des producteurs qui vont proposer des thématiques relativement anodines. Alors éventuellement, il y aura en contrebande, comme je le disais la fois précédente, des messages qui peuvent être équivoques, qui peuvent être à double entente. J'avais évoqué Les Visiteurs du Soir et cette scène du cœur qui bat. Il y a un ensemble de petits messages qui peuvent être passés plus ou moins subrepticement par des cinéastes qui ne sont pas totalement en accord avec la vision de Vichy. Mais ils étaient sous surveillance, les gens qui réalisaient des films comme Les Visiteurs du Soir, ou ils sous surveillance, intériorisés en fait plutôt? Ils étaient dans un double jeu, c'est-à-dire que... je peux évoquer une nouvelle fois la figure de Clouzot, qui est un professionnel du cinéma, qui est passionné par le cinéma, donc il veut faire des films, et il n'hésite pas à se compromettre quelque peu en tournant pour la Continentale, donc cette maison de production allemande, parce qu'il veut continuer à faire des films. Après, il veut aussi avoir une certaine autonomie dans le type de film, donc il prend comme collaborateur des gens de talent, et il ne va pas regarder s'ils sont résistants aux juifs, s'ils sont talentueux, et il les embauche, et ce n'est pas un critère de sélection pour lui, sans doute qu'il était plutôt sympathisant de la résistance, mais il avait la passion du cinéma, il voulait continuer à tourner des films. Il n'a pas eu de problème. Si, il en a eu à la Libération. Oui, non, mais pas pendant la période. Ah non, au contraire. On l'a laissé choisir. On l'a laissé. C'était la politique de la Continentale, c'était la confiance dans la qualité du cinéma français. Et donc on laisse une certaine autonomie. Alors, évidemment, Clouzot aurait voulu produire un brûlot anti-nazi. Ça ne serait pas passé. Mais il a pu faire un film sur la délation, une nouvelle fois, dans le contexte des années 40, ce qui était un petit peu gonflé. Alors, tu disais tout à l'heure que la mainmise... Alors, est-ce qu'il y avait du cinéma à proprement parler de propagande, c'est-à-dire qui ne servait qu'à ça? Et est-ce qu'il y avait aussi, ce que je crois que tu évoquais, dans les actualités, par exemple, la mainmise complète sur la diffusion des actualités? Enfin, j'imagine qu'il ne laissait pas faire ça par n'importe qui. Non, ça c'était effectivement quelque chose de très sensible. Alors la propagande, en fait, on ne va pas la trouver directement dans la fiction, on va la trouver principalement dans le documentaire. Donc il y aura des documentaires absolument immondes, un qui s'appelle Les Corrupteurs et l'autre qui s'appelle Forces Occultes, qui sont plus ou moins fictionnalisés, qui sont le premier violemment antisémite, le second anti-franc-maçon, qui se veulent des documentaires, qui veulent éveiller les consciences de la population face aux dangers juifs et judéo-maçonniques, donc qui sont diffusés en première partie de séance. Donc ça, on est clairement dans la propagande, il y en a peu, ils sont financés sur fonds publics, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a la question des actualités, donc on n'a pas le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut à l'époque, mais on a les actualités en début de chaque séance, qui sont très clairement, y compris en zone sud, sous contrôle allemand. Ce sont des images allemandes qui sont avec des commentaires en français, mais qui servent totalement la propagande nazie, les intérêts du régime nazi. Alors, comme souvent, quand on regarde le journal télévisé aujourd'hui, on en prend et on en laisse. Et on peut être aussi critique par rapport aux images qui sont diffusées.
Alors, ce qui est dans les pratiques de, pour citer une nouvelle fois Pierre Laborie, il parle de non-consentement. C'est-à-dire, on ne peut pas s'affronter directement au régime, mais on marque sa désapprobation, son désaccord. Pendant les actualités, il y a des gens qui sifflent, qui poussent des houes indignés quand il y a un uniforme allemand qui apparaît. Alors, bon, c'est des conduites assez dissidentes, donc injonction des forces d'occupation d'allumer les salles de cinéma pendant les actualités. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils font pour marquer leur non-consentement? Ils arrivent en retard. Ils arrivent en retard et ils loupent les actualités. Ils viennent pour voir le film qu'ils ont envie de voir. Et c'est des conduites comme ça qui servent à marquer à moindre frais, mais qu'on n'est pas d'accord avec le discours du régime. Après, il y a, dans le terme de la fiction, des productions allemandes qui sont diffusées en France, notamment parce que y a un créneau qui est libéré à partir de 42, qui sont les films américains, qui sont interdits puisque les États-Unis, c'est l'ennemi. Et il y a un intérêt économique, donc les firmes allemandes envoient leurs films, leurs productions en France. Et il y a un film de fiction très clairement propagandiste et antisémite, qui est Le Juif Sousse, de sinistre renommée, qui est vraiment une immondice en termes de message politique, qui va attirer quand même un public français. Alors, qu'est-ce qui vient voir ce public français? C'est difficile de le savoir a posteriori, mais voilà, il est loué dans la presse, collaborationniste ou pétainiste. Il y a aussi, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient été beaucoup diffusés en France à l'époque, les films avant la Seconde Guerre mondiale, qui sont des documentaires propagandistes nazis de Leni Riefenstahl. Je dirais l'Allemagne a une plus grande tradition propagandiste que le régime de Vichy, qui en plus n'a pas beaucoup de moyens économiques pour le faire. C'est le régime qui gère la défaite. Donc, ils ont des studios de tournage, non, à eux, sur place? Les Allemands, par exemple, ils ont... En France, non. En fait, il y a les studios français qui sont mis au service de la Continentale. Donc voilà, on peut dire qu'il y a une ambiguïté là-dessus. Mais il y a la mobilisation des infrastructures cinématographiques françaises pour les intérêts allemands. Alors, notamment aussi en termes de distribution, de diffusion, les salles de cinéma ou les théâtres par ailleurs, propriété de juifs, sont réquisitionnées, sont mises sous séquestre. C'est la politique d'arianisation que Vichy met en place. C'est pas seulement la responsabilité des nazis, donc on met ça sous séquestre et on les vend. Et ce sont des propriétaires allemands qui se portent acquéreurs. Donc il y a tout un ensemble de salles de cinéma qui deviennent propriétés allemandes, de salles de cinéma françaises. Donc si tu devais faire un bilan de cette période par rapport effectivement à la production culturelle et au cinéma dit de propagande, tu nous dirais un peu quoi? Je dirais qu'il y a manifestement une croyance dans la force de la propagande, que le cinéma peut agir sur les consciences, peut transformer les manières de voir des spectateurs qui seraient d'une certaine manière une cire molle. Voilà, on peut imprimer des idées dans le cerveau des spectateurs, qui reste une idée très, très courante de nos jours. Mais dans le même temps, on voit aussi la limite de cette idée, à la fois parce que les réalisateurs, en tout cas les réalisateurs français de fiction, je l'ai dit la dernière fois, sont restés quand même à distance de cette tentation propagandiste, et parce que malgré tout, ça n'a pas eu des effets de conversion radicale. Vichy a essayé de convaincre la population française que le maréchal Pétain était un sauveur. Dès le milieu de l'année 41, il y a une perte de confiance de la population française dans Pétain. Pétain va garder une certaine aura, une certaine estime dans la population, à la différence de ceux de ses proches, notamment le gouvernement de Pierre Laval, mais très vite ça va s'affaiblir. Pétain, il apparaît comme un sauveur du pays après la défaite en 40, très vite ça va s'estomper. Et plus encore le régime autour de lui. Donc ce que montre cette séquence historique, c'est que la propagande, c'est pas aussi efficace que ça, que les consciences des individus ne sont pas justement une cire molle sur laquelle on peut porter des empreintes.
c'est plus compliqué que ça. Et je dirais toute la sociologie de la réception qui s'est développée à partir des années 60-70 a montré que on reçoit des messages et on en prend et on en laisse. Donc c'est pas aussi unilatéral que ce que croyaient les idéologues des années 40. C'est plutôt rassurant. Oui, absolument. Merci Lilian. Merci à la carte.